Qui n'a jamais senti cette petite gêne-là ou carrément une pointe dans le dos après une journée de boulot devant l'ordi? Ou un déménagement, ce fameux mal au rein. Franchement, c'est une expérience que quasiment tout le monde connaît, non? Et ça peut nous laisser un peu démunis, voire nous faire sentir complètement coincés. Aujourd'hui, on va explorer ça, ce sujet du mal de dos, mais en profondeur. On va regarder un peu les causes, bien sûr, mais surtout comment l'activité physique et aussi une meilleure gestion de la douleur, comment ça peut vraiment nous redonner le contrôle. Pour faire ça, on s'appuie sur plusieurs documents santé, des infos sur les différents types de maux de dos, sur l'importance fondamentale de bouger, et puis aussi des clés pour bien communiquer quand on a mal. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu tout ça pour en tirer l'essentiel. Comprendre pourquoi ça arrive si souvent, déconstruire quelques idées reçues qui ont la vie dure, et puis trouver des stratégies concrètes pour se sentir mieux au quotidien. L'idée, c'est vraiment de passer de subir la douleur à une approche plus active. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. Oui, et ce qui est intéressant d'emblée, je trouve, c'est que derrière ce terme un peu fourre-tout de mal de dos, en fait, il y a plein de réalités différentes. Et comprendre cette diversité, c'est vraiment la première étape. C'est crucial avant même de penser aux solutions. C'est un phénomène complexe, bien plus qu'une simple douleur à un endroit précis. Oui, tout à fait. Alors, essayons de définir un peu mieux. Le mal de dos, qu'on appelle lombalgie pour le bas du dos ou dorsalgie plus haut. C'est une des premières causes de consultation chez le médecin, c'est ça, hein? Absolument. Ça touche énormément de monde, surtout les moins de 65 ans. Et un point important que les sources soulignent tout de suite, ce n'est pas juste un problème lié à l'effort physique. Non, effectivement. Le travail physique intense, ça peut jouer un rôle, c'est sûr. Mais les documents, ils insistent beaucoup sur deux autres facteurs. Des facteurs qu'on oublie souvent. La sédentarité, le fait de rester trop longtemps assis, inactif, et puis le stress chronique. Ah oui, la sédentarité et le stress. Voilà. Ces deux éléments, on dirait qu'ils préparent un peu le terrain. Ils rendent le dos plus fragile. Après, bien sûr, on a les tensions musculaires, souvent liées aux soucis, aux contrariétés, ça crée des points douloureux. Et puis, il y a des causes plus, structurelles. Une hernie discale, par exemple. Oui. Quand un disque entre les vertèbres se déplace un peu. L'arthrose aussi, l'usure du cartilage. Ou alors des situations particulières comme la grossesse ou l'ostéoporose qui fragilisent les os. Donc, voilà, c'est rarement une seule cause toute seule. C'est plutôt une combinaison de facteurs, en fait. C'est fou de voir la sédentarité et le stress mis autant en avant. Est-ce que les documents suggèrent que c'est devenu les déclencheurs principaux aujourd'hui, plus que le classique faux mouvement dont on parle tout le temps, ou c'est plutôt leur combinaison avec d'autres fragilités qui crée le problème? C'est une très bonne question. Les sources, elles pointent vraiment vers une interaction complexe. La sédentarité, ça affaiblit les muscles qui soutiennent la colonne, les muscles profonds notamment. Et le stress, lui, il augmente la tension musculaire générale, mais il peut aussi modifier notre perception même de la douleur. On devient plus sensible. D'accord. Du coup, un geste qui serait anodin en temps normal, il peut devenir la goutte d'eau, celui qui déclenche la crise sur ce terrain déjà fragilisé. Donc oui, on peut dire que le mode de vie moderne joue un rôle majeur. Pas forcément en créant des maladies nouvelles, mais en augmentant la fréquence et l'impact de ces douleurs communes. Et ces douleurs, comment elles se manifestent en général? Souvent, ça commence où? Dans la nuque ou plutôt en bas du dos? Oui, c'est souvent ça, nuque ou bas du dos. La sensation, elle est décrite comment? Plutôt sourde, profonde? C'est ça. Sourde, profonde, parfois un peu lancinante. Et ça augmente avec les mouvements, j'imagine. Même tousser ou rire? Exactement. Dès qu'on sollicite la colonne, ça peut augmenter. Et parfois même un simple éternuement, oui. Il y a aussi ce risque d'irradiation, non? Quand la douleur descend. Oui, ça c'est important. La douleur qui file dans un bras ou une jambe, c'est le cas typique de la sciatique par exemple. Ça montre que le nerf est irrité quelque part. On sent aussi les muscles du dos tout raides, contractés. Très tendu, oui. Comme une sorte de mécanisme de défense du corps, mais qui finit par faire mal aussi. Et la position allongée, ça soulage souvent. En général, oui. Ça diminue la pression sur les disques et les vertèbres. D'accord. Et comment ça évolue en général, ce mal de dos? Alors, là, il y a une bonne et une moins bonne nouvelle, on va dire. Ah! La bonne, c'est que dans la grande majorité des cas, à peu près 90%, une douleur aiguë au dos, c'est bénin. Ça guérit tout seul, spontanément, en moins de 6 semaines. Le corps fait bien les choses. Ouf, quand même. Oui. Mais la moins bonne nouvelle, c'est le risque de récidive. Il est assez élevé.
Plus de la moitié des gens vont refaire un épisode dans l'année qui suit. Ah oui, quand même. Et puis, il y a ce qu'on appelle le passage à la chronicité. C'est quand la douleur dure plus de 3 mois. Ça concerne à peu près 10% des cas. Et là, l'impact sur la vie quotidienne, le travail, le moral, ça devient vraiment lourd. Ça peut mener à l'isolement, parfois même à une dépression. Et il faut aussi savoir que, parfois, la douleur, elle peut signaler autre chose. Une complication. Par exemple, un tassement de vertèbres à cause de l'ostéoporose. D'où l'importance de consulter, j'imagine. Exactement. Si la douleur est très forte, si elle dure, ou si elle est différente de d'habitude, il faut un avis médical. Parlons d'un cas très typique, le lumbago, le fameux tour de rein. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, le lumbago, là, c'est vraiment la douleur fulgurante, très très violente, qui arrive d'un coup, brutalement, dans le bas du dos, souvent après un mouvement de torsion ou en soulevant quelque chose d'un peu lourd, ou même juste en se penchant. Et ça bloque complètement, c'est ça? Oui, ça peut littéralement clouer sur place. Le moindre mouvement du tronc devient quasi impossible. Très douloureux. Rien que se lever d'une chaise, ça peut être une épreuve. Et les muscles, ils réagissent comment? Ils se contractent à fond. C'est une sorte de réflexe pour protéger la zone. Mais paradoxalement, cette contraction intense, elle augmente encore la douleur. Et là aussi, tousser, éternuer, ça peut être insupportable. C'est vraiment le moment où on se dit «je suis coincé». C'est exactement ça. Et un point clé souligné dans les documents, un lumbago, ça demande toujours un avis médical, pour être sûr du diagnostic et avoir le bon traitement. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux vu la complexité du problème, et aussi ce sentiment d'impuissance que ça peut générer, parlons des solutions, des leviers d'action. Le premier qui ressort vraiment fort des sources, c'est l'activité physique. Mais qu'est-ce qu'on entend par là au juste? Ce qui est fondamental et que les sources martèlent, c'est que notre corps, il est fait pour bouger. La sédentarité, ce n'est pas juste ne rien faire, c'est presque un signal de non-utilisation qui, à terme, fragilise nos structures. Ah oui, vu comme ça. Donc l'activité physique, même douce, ce n'est pas juste un remède après coup. C'est la maintenance de base pour que la machine fonctionne bien. C'est un vrai changement de perspective. Bouger pour prévenir, pas seulement pour guérir. Et concrètement, alors, bouger, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Parce que ça ne se limite pas au sport en salle ou en club, j'imagine. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est encourageant. Les documents sont très clairs là-dessus. Ça inclut toutes les activités qui nous mettent en mouvement. Faire le ménage, jardiner, bricoler, même cuisiner debout, danser dans son salon, jouer avec les enfants, prendre les escaliers, absolument tout compte. C'est bon à savoir, ça. Bien sûr, ça inclut aussi la marche, le vélo, la natation, les cours collectifs. Et il y a une mention spéciale pour l'activité physique adaptée, l'APA. L'APA, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'APA, ce n'est pas juste faire du sport plus doucement. C'est un programme vraiment sur mesure, encadré par des professionnels formés, souvent des enseignants APA. Ça tient compte des capacités de la personne, de ses limites, de sa pathologie éventuelle. C'est souvent prescrit par un médecin d'ailleurs. L'idée, c'est de permettre à chacun de bouger de manière sûre, efficace, pour retrouver confiance dans son corps. C'est très utile pour les maladies chroniques ou après une blessure. D'accord. Et quelles sont les recommandations générales pour intégrer plus de mouvements? On parle souvent de 30 minutes par jour. Oui, l'objectif souvent cité, c'est ça. Au moins 30 minutes d'activité d'intensité modérée la plupart des jours de la semaine. Modéré, ça veut dire quoi? Un peu essoufflé, mais on peut parler. C'est ça. Marcher rapide, vélo tranquille. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est cumulable. Ah, 3 fois 10 minutes dans la journée, par exemple, ça marche aussi bien qu'une seule fois 30 minutes. ça, c'est pratique. Oui, c'est vraiment l'idée clé. Accumuler les occasions de bouger tout au long de la journée. Une stratégie simple, c'est d'intégrer le mouvement dans nos déplacements habituels. Choisir la marche ou le vélo pour les petits trajets, prendre systématiquement les escaliers au lieu de l'ascenseur. Se garer un peu plus loin, descendre du bus un arrêt avant. Exactement. Transformer les temps morts, les temps d'attente, en occasion de faire quelques pas. Chaque petit mouvement s'additionne. Et ça nous amène à l'ennemi numéro 1 du dos moderne, la sédentarité prolongée. Rester assis des heures, notamment au travail. Comment on lutte contre ça? Mais l'idée principale, c'est de casser ces périodes assises. Il faut se lever régulièrement, idéalement toutes les heures, ou au moins toutes les 2 heures, c'est ce qui est recommandé. Même juste quelques instants. Oui, même juste pour aller boire un verre d'eau, ouvrir la fenêtre, arroser une plante, ou passer un coup de fil en marchant un peu dans le couloir. Ça fait déjà une différence. Et quand on est obligé de rester assis, il y a des choses à faire. Ah oui, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on reprend un peu de contrôle, même assis. On peut faire des petits exercices très discrets. Se tenir droit,
se grandir régulièrement. Contracter les abdos quelques secondes, puis relâcher. Personne ne le voit, ça. Voilà. Certaines personnes utilisent aussi un gros ballon de gym comme siège. C'est pas mal parce que ça oblige les muscles stabilisateurs du tronc à travailler en permanence pour garder l'équilibre. Bonne idée, ça. Et puis, pensez aux micro-étirements. Rouler doucement les épaules en arrière, faire des petits cercles avec la tête. Ça peut paraître anodin, mais ça maintient la mobilité et ça évite que les tensions s'accumulent. Et au-delà du dos lui-même, les sources insistent beaucoup sur les bénéfices plus larges du mouvement, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Si on regarde la santé globale, là, les preuves sont écrasantes. Et c'est validé par des organismes très sérieux, comme l'Institut national du cancer, la Société française de médecine de l'exercice et du sport. D'accord. L'activité physique régulière, ça diminue le risque de plein de maladies graves. Les problèmes cardiaques, le diabète de type 2, plusieurs types de cancers, l'obésité. Ça améliore le fonctionnement du cœur et des poumons, la circulation sanguine, la densité des os, donc ça aide à prévenir l'ostéoporose. Mais ça va encore plus loin. Quels sont ces autres effets, peut-être moins connus? Bouger, ça agit énormément sur le bien-être mental. C'est un super anti-stress. Ça améliore l'humeur, ça aide à se changer les idées, ça augmente la souplesse, ça facilite la digestion, ça renforce l'équilibre, ce qui est super important pour éviter les chutes, surtout en vieillissant. Le sommeil aussi, non? Le sommeil, oui, on constate souvent un meilleur sommeil. Et puis il y a l'amélioration de l'endurance. L'endurance, c'est la capacité à faire un effort longtemps? C'est ça. Tenir une activité dans la durée sans être épuisé. Et aussi la force musculaire générale. Bref, c'est un vrai investissement pour une vie plus dynamique, plus autonome. Et ça, à tout âge. On a bien vu l'importance de remettre le corps en mouvement. Mais parfois, la douleur est tellement forte qu'elle nous paralyse. Elle empêche justement de faire ce premier pas vers l'activité. Et ça nous amène tout droit à la question de la douleur elle-même. Comment la comprendre, comment l'exprimer pour être aidé, et quelle stratégie on a pour la maîtriser. C'est exactement ça, c'est le deuxième grand levier. La douleur, la définition, c'est une expérience à la fois sensorielle et émotionnelle qui est désagréable. L'intensité, elle peut varier énormément d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre. Ce qui est vraiment fondamental, c'est de pouvoir la communiquer. Oser dire « j'ai mal » ou même dire « j'ai peur d'avoir mal ». Oui, et la peur de la douleur. C'est crucial pour que l'entourage ou les soignants puissent comprendre et proposer une aide qui soit adaptée. Il ne faut pas rester seul avec ça. Oui, plusieurs. La parole, ça reste le moyen le plus direct, évidemment, mais il existe des outils de communication qu'on appelle alternatifs. Ça peut être des planches avec des dessins, des pictogrammes, des images, parfois des applications sur tablette aussi. Ah oui? Montrer la zone qui fait mal sur son propre corps ou sur un dessin du corps humain, c'est aussi très efficace. Et puis, pour les personnes sourdes ou malentendantes, il y a bien sûr la langue des signes française, la LSF, qui est un outil essentiel. L'important, c'est vraiment de trouver le moyen qui permet à la personne de se faire comprendre le mieux possible. Une fois qu'on a dit qu'on avait mal, il faut pouvoir dire comment on a mal, quelle intensité. C'est là qu'interviennent les échelles de douleur. Les réglettes, exactement. Les fameuses échelles ou réglettes. Elles ne servent pas juste à mettre un chiffre sur la douleur, genre j'ai mal à 7 sur 10. C'est pas juste une note. Non. Leur vraie utilité, c'est de suivre l'évolution. Est-ce que la douleur baisse après avoir pris un médicament? Ou après une séance de kiné? Est-ce qu'elle augmente après telle ou telle activité? Ça crée un langage commun, un peu plus objectif, entre la personne qui souffre et ceux qui l'aident. Ça permet d'ajuster le traitement, la prise en charge. Il y a différents types d'échelles. Oui, il y a l'échelle numérique classique de 0 à 10. Il y a des échelles visuelles, comme celle avec un triangle rouge qui s'élargit pour montrer l'intensité, ou encore les échelles de santé BD qui utilisent des personnages avec des expressions différentes. Celles-là peuvent être plus faciles à utiliser pour certaines personnes, les enfants par exemple, ou des personnes avec des difficultés de compréhension. D'accord. Et si la personne ne peut vraiment pas communiquer sa douleur, même avec ces outils-là? Je pense aux personnes avec un handicap sévère ou des troubles cognitifs importants. Alors là, oui, c'est une situation difficile. Dans ce cas, c'est l'observation attentive par l'entourage, par les soignants, qui devient primordiale. Il faut être à l'affût des signes indirects qui pourraient indiquer une douleur. Quel genre de signes? Ça peut être des cris, des gémissements inhabituels, une agitation soudaine, le fait de se mettre en position recroquevillée, d'avoir le visage crispé. Ça peut être aussi un refus de bouger, un refus de manger ou un changement brutal de comportement, quelqu'un qui devient plus agressif ou au contraire très replié sur soi.
Il faut noter tout ça, hein. Oui, notez précisément ces observations, quand ça arrive, dans quel contexte c'est très utile. Ça aide les médecins à évaluer si une douleur est probable et si les traitements qu'on donne contre la douleur sont efficaces ou pas. Ça montre bien l'importance d'être attentif aux signaux non verbaux. Une fois la douleur repérée, évaluée, on pense souvent aux médicaments. Quelles sont les options courantes qui sont mentionnées dans les sources? Alors, les documents parlent surtout des voies d'administration. Il y a les formes classiques à avaler, les comprimés, les sirops, les gouttes. Pour un effet plus rapide ou pour des douleurs plus fortes, surtout à l'hôpital, il y a la perfusion intraveineuse. Le médicament passe directement dans le sang. Et les patchs? Oui, le patch cutané. C'est une sorte de timbre qu'on colle sur la peau et qui va libérer le médicament petit à petit sur plusieurs heures ou même plusieurs jours. C'est assez pratique. Les sources ne détaillent pas forcément les types de médicaments antalgiques, simples, anti-inflammatoires, relaxants musculaires, mais plutôt comment on peut les prendre. D'accord. Et au-delà des médicaments, pour gérer la douleur, surtout pendant des soins qui peuvent être désagréables ou faire un peu peur, qu'est-ce qui aide? Là, un élément clé qui ressort, c'est la détente, la capacité à se relaxer et aussi à détourner son attention. C'est une approche vraiment complémentaire aux médicaments. Comment on fait pour se détendre dans ces moments-là? Déjà, s'installer le plus confortablement possible, c'est la base. Ensuite, se concentrer sur sa respiration. Essayer de respirer calmement, profondément. Ça aide à apaiser le système nerveux. Avoir des explications claires et simples de la part du soignant sur ce qui va se passer, ça aide aussi beaucoup à réduire l'anxiété, la peur de l'inconnu. Et la présence d'un proche ou la distraction, ça marche vraiment? Oui, les sources le confirment. Avoir quelqu'un de confiance à côté, juste une présence rassurante, ça peut être un grand soutien. Et la distraction, c'est un outil très puissant. Regarder un film, écouter de la musique qu'on aime, lire, dessiner, ou simplement discuter de tout et de rien. Ça occupe l'esprit ailleurs. On est moins focalisé sur la sensation douloureuse ou sur l'attente du soin. Il y a des techniques spécifiques aussi, hein. Oui, à l'hôpital par exemple, on peut proposer le méopa. C'est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote qu'on respire dans un masque. Ça endort? Non, ça n'endort pas complètement, mais ça détend très vite et ça diminue la sensation de douleur. C'est très utilisé pour des gestes courts mais un peu douloureux ou anxiogènes. Il y a aussi la visualisation, s'imaginer dans un endroit agréable, calme, et bien sûr pour les actes plus invasifs, il y a l'anesthésie locale, un spray ou une piqûre pour endormir juste une zone, ou l'anesthésie générale, où là on endort complètement la personne. Ce sont des outils médicaux essentiels. D'ailleurs, en parlant de piqûres, ça angoisse beaucoup de monde, même une simple prise de sang. Il y a une astuce. Oui, les documents mentionnent la possibilité d'utiliser une crème ou un patch anesthésiant avant la piqûre. Ah oui, la crème là. Par exemple, oui, on l'applique sur la zone où on va piquer sous un pansement spécial, environ 1h30 à 2 heures avant. Ça endort la peau en surface. C'est un petit truc tout simple, mais ça peut vraiment diminuer la peur et la douleur de la piqûre, surtout chez les enfants ou les personnes très sensibles. C'est bon à savoir. C'est un bon exemple de petite stratégie qui redonne un peu de contrôle finalement. Tout à fait. Ça diminue l'appréhension face au soi. Bon, alors si on essaye de relier un peu tous ces points, quel est le message principal qui ressort de tout ça? Le mal de dos, on l'a vu, c'est complexe, ça a plein de causes, souvent aggravé par nos vies trop sédentaires, trop stressantes, mais, et c'est ça le point important, non? On n'est pas impuissant face à ça. Non, loin de là. L'activité physique régulière, adaptée, qu'on intègre dans son quotidien, c'est vraiment un levier majeur pour prévenir et pour aller mieux. Et puis savoir communiquer clairement sur sa douleur avec les bons outils si besoin, c'est la clé pour être bien aidé. C'est exactement ça. Quand on connecte ces éléments, comprendre d'où ça vient, agir grâce au mouvement et savoir dire ce qu'on ressent et utiliser les aides disponibles, on dessine une approche beaucoup plus active. Beaucoup plus responsabilisante. Il s'agit moins de subir la douleur passivement que de chercher à comprendre son corps, d'adopter des habitudes qui le protègent et d'oser exprimer ses besoins. C'est reprendre une forme de pouvoir d'agir sur sa propre santé, son bien-être. Et pour finir, peut-être une petite pensée à emporter avec soi. Et si la prochaine fois qu'on sent une petite tension dans le dos, là, au lieu de l'ignorer en espérant que ça passe tout seul ou de se dire « bon bah c'est comme ça », si on se posait juste la question « quel petit geste je peux faire là, maintenant, pour reprendre un peu de contrôle ?» Peut-être juste un étirement simple, faire quelques pas, prendre 3 grandes respirations, ou si la douleur est là et qu'elle persiste, comment je pourrais décrire précisément ce que je ressens pour qu'on me comprenne et qu'on m'aide au mieux? C'est peut-être dans ces petites actions conscientes au jour le jour que réside une partie de la solution.
Voilà, une piste à explorer pour chacun.